Donc, une petite introduction. On a commencé avec le développement de plateforme en fin août 2021 pour être prêt avec une plateforme qui donne l'opportunité aux prestataires de soins pour enregistrer leurs prestations. Néanmoins, l'accord était qu'on commençait avec l'enregistrement des prestations sans qu'il y avait des vérifications sur les prestations enregistrées. Naturellement, seulement l'enregistrement des prestations ne pouvait pas se faire, donc on avait besoin d'autres modules aussi qui étaient nécessaires en ce moment-là. Un autre élément qui était nécessaire, c'est que les gestionnaires administratifs pourraient enregistrer les conventions qui étaient conclues entre les prestataires de soins et les réseaux santé mentale. De l'autre part, avant qu'on puisse enregistrer des prestations, il est nécessaire que les patients soient inclus dans les réseaux avant que les prestataires de soins pouvaient enregistrer les prestations de ces patients-là. Un autre module qu'on a directement mis à disposition, c'était les listes au réseau ou aux hôpitaux responsables pour qu'eux, ils puissent faire le paiement des honoraires aux prestataires de soins. Naturellement, en cours de route, il y avait quand même quelques modifications sur la plateforme. Donc, une première chose, c'était la qualification des prestataires de soins de santé. Donc ça, dans les conventions, c'était prévu qu'on pouvait marquer qu'un prestataire était lié seulement aux premières lignes de santé mentale ou des soins spécialisés de santé mentale ou que le prestataire pouvait avoir les deux qualifications liées au réseau santé mentale. Un autre élément qu'on a développé, c'était le statut du prestataire. Au début, on avait commencé avec des prestataires qui étaient seulement indépendants, mais en cours de route, on nous a demandé de développer aussi, en ce qui concerne des prestataires de soins qui sont liés à une institution et que l'institution mettait à disposition leurs employés au réseau. Et à ce moment-là, on devrait avoir la nécessité d'enregistrer le statut du prestataire de soins aussi. Comme ça, les prestations qui sont enregistrées par un salarié, ils sont payés à l'Institut du salarié. Ici, récemment, on a aussi intercalé les autres missions. Donc, les réseaux, ils peuvent donner des missions supplémentaires à certains prestataires de soins. Ça concerne d'abord les grands groupes, donc les groupes de plus de 15 personnes, ou ça peut être aussi le partage d'informations en ce qui concerne le fonctionnement d'un réseau, d'un prestataire à d'autres collègues qui sont intéressés pour travailler pour le réseau, mais aussi en ce qui concerne le partage d'informations sur un patient. Les autres choses qui étaient aussi encore là-dedans, c'était la consultation multidisciplinaire, d'où il y a un prestataire qui peut organiser une consultation multidisciplinaire sur un patient. On a aussi le consentement de recherche scientifique. Donc, ça veut dire que que les prestataires de soins, ils peuvent demander aux patients s'ils sont d'accord pour un échangement de données en ce qui concerne leurs patients, et donc ils peuvent l'enregistrer aussi dans l'application. Il y a les prestations de code en ce qui concerne le long Covid, mais ici, les prestations de long Covid, ils n'ont pas vraiment de liaison avec Mental Health Care directement, comme on le présente ici. Et on a aussi un soutien aux prestataires de soins dans le cadre des activités administratives ou même fiscales, où on donne une vue globale sur les prestations qui sont enregistrées par le prestataire pour le total
des patients qui sont traités par le prestataire de soins. Il y avait encore autre petit changement, mais donc ici c'est l'introduction. Et donc ça, on a développé à partir de septembre 2021 jusque maintenant. Et donc maintenant, on arrive dans une autre phase où les volumes qui sont marqués dans les conventions et dans les avenants. Et le dernier, il y a déjà 4 avenants qui sont approuvés. Le dernier avenant a été approuvé en janvier 2023. Et donc, à ce moment-là, on était capable de faire les analyses et de commencer à développer les volumes qui pouvaient être enregistrés dans l'application par les prestataires de soins. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Donc, dans la phase suivante, il y a 3 étapes. Hein. Donc, le 1, il est tombé, je vois maintenant. C'est la détermination de la période de référence. Donc, on vient directement là-dessus. La deuxième, c'est la vérification des prestations enregistrées par rapport à la convention et aux accords approuvés par le comité de guidance et le comité de l'assurance, soins de santé. Et puis, les visualisations. Et qu'est-ce que ça veut dire, les visualisations? C'est vraiment pour aider le prestataire de soins dès le moment qu'il y a un volume atteint, qu'on donne un warning ou un pop-up qui donne le contenu sur les volumes qui sont atteints et donc que le volume a été atteint et que où les prestations ne peuvent plus être enregistrées sur la plateforme ou qu'on dit, voilà, faites attention, vous pouvez encore enregistrer la prestation, mais normalement, le volume a été atteint. Donc, tout ça dépend aussi des concertations qui vont avoir lieu à partir de maintenant jusqu'à fin de ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer encore pendant ce mois? Donc, nous, on a fait tous les développements sur la plateforme dans l'environnement acceptance. Maintenant, c'est ce qu'on doit faire ou c'est ce qu'on nous a demandé, c'est de faire des rapports en ce qui concerne les patients qui sont dans l'application et voir quels sont les dépassements ou quelles sont les erreurs qui ont été faites en faisant l'enregistrement sur la plateforme Mental Health Care. Les rapports, ils seront discutés avec les administrations et la cellule politique et après on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les éléments qu'on a retrouvés dans les rapports, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour bien informer les prestataires de soins et qu'est-ce qu'on doit encore changer si nécessaire dans l'application pour améliorer l'enregistrement des prestations dans l'application. Voilà. La première chose qu'on a dans l'application, c'est la détermination et l'élaboration de la période de référence. Et qu'est-ce que c'est? La définition de la période de référence, c'est une période de 12 mois et le délai dans lequel les prestataires de soins sont autorisés à enregistrer un certain nombre de prestations auprès du patient. En ce qui concerne la plateforme Mental Health Care, ces dispositions concernent ici les prestations en soins primaires en santé mentale et en soins spécialisés de santé mentale, tant que pour les prestations individuelles que des groupes, mais aussi pour les prestations administratives. Donc ici, la définition de la période de référence est très importante puisque c'est justement dans cette période de référence de 12 mois que les volumes seront comptés et qu'on tient compte avec toutes les prestations qui sont enregistrées au nom d'un patient durant une période de 12 mois. Et donc, ça veut dire aussi que les compteurs, ils ne tiennent pas compte avec le prestataire même, ni avec le réseau dans lequel le patient est inclus. Comment on va définir la date de début de la période de référence? Donc, le date de début initial pour la période de référence initiale
il est simultané avec la date de l'intégration, de l'inclusion du patient dans le réseau. À partir de ce moment, l'enregistrement du volume pour le patient démarre également. Donc, ça veut dire que s'il y a un patient, il est pour la première fois sur visite avec un prestataire de soins dans un certain réseau, le prestataire de soins, il va enregistrer ou inclure le patient dans le réseau. À partir de ce moment-là, la date de début de la période de référence, il est égal aux dates de l'inclusion du patient dans le réseau. Qu'est-ce qui se passe après le 12 mois? Après le 12 mois, les compteurs sont remis à zéro et une nouvelle période de référence débute de 12 mois et il est lancé. Donc, ça veut dire que les mêmes volumes, naturellement, s'il n'y a pas de changement réglementaire ou juridique, les mêmes volumes, ils seront repris dans une deuxième période de référence dès le moment que des prestations seront enregistrées dans la période de référence initiale. Mais je viens maintenant vous présenter avec un exemple visuel. Voilà comment ça se passe. Donc, il y a un patient qui cherche de l'aide auprès d'un prestataire de soins. Le prestataire de soins, il va faire l'inclusion dans l'application le 18 janvier 2022 dans le réseau A. Ça veut dire à ce moment-là que la période de référence débute le 18 janvier 2022, donc la même date que la date de l'inclusion. À partir de ce moment, la période de référence, ça va jusqu'à fin 17 janvier 2023. Si dans cette période-là, il y a des prestations qui ont été enregistrées, on va automatiquement prolonger la période avec un an. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle période de référence qui débute le 18 janvier 2023 jusqu'au 17 janvier 2024. Est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, le patient il ne peut pas changer de réseau ou de prestataire? Oui, hein, certainement, parce que c'est le choix du patient. Donc, ça veut dire que dès le moment qu'il reste naturellement dans le même réseau avec un autre prestataire, il n'y a rien qui change là-dedans. Mais s'il change de réseau, ça veut dire qu'on met fin à l'inclusion dans le réseau A, le 20 août, par exemple, 2022, et donc il peut débuter dans un autre réseau le 22 septembre 2022. Et donc, ça veut dire aussi que les prestations qui peuvent être encore enregistrées par les prestataires dans le réseau B, ce sont les volumes restants pour les prestations qui sont enregistrées par le réseau A. Je donne un exemple. Pour les adultes, le maximum dans la première ligne pour les soins individuels, c'est pour un adulte, c'est 8 prestations. S'il y a 6 prestations qui sont enregistrées par des prestataires de soins dans un réseau A, ça veut dire que pour la période de référence initiale, il y a encore 2 qui peuvent être enregistrés dans le réseau B. Le patient, il est inclus dans le réseau B. Qu'est-ce qui se passe? Si on arrive, dès le moment qu'on arrive ici, à la fin de la période de référence, une nouvelle période de référence va recommencer. Et donc, ça veut dire que les mêmes volumes, donc ça veut dire, dans l'exemple, les 8 prestations, ils peuvent être enregistrés durant la période du 18 janvier 2023 jusqu'au 17 janvier 2024. À ce moment-là, on va de nouveau reprendre les vérifications sur les volumes dès le moment qu'il y a des changements ou pas. C'est ce qu'on va faire aussi pour les prestataires de soins, c'est qu'on va développer aussi une certaine module qui donne pour ce patient-là les volumes qui peuvent être encore enregistrés dans l'application
Comme ça, il ne faut pas attendre jusqu'à la session elle est passée, mais normalement, vous pouvez déjà vérifier les volumes qui sont encore ouverts pour ce même patient. Donc, ça, c'est pour la période de référence. Un deuxième élément à ce moment-là, c'est la vérification des prestations qui sont enregistrées. Donc, normalement, si vous avez signé une convention avec le réseau, et normalement, vous avez reçu aussi le lexicon qui a été développé par l'INAMI, dans laquelle se trouvent tous les pseudocodes qui peuvent être enregistrés sur Mental Health Care. Et donc là, dans le lexicon, il y a aussi des règles qui sont définies pour pouvoir enregistrer des prestations dans la convention. Et donc, à ce moment-là, je viens sur le deuxième slide qui est très important dans le cadre de cette présentation. Donc ici, vous avez une vue globale sur toutes les prestations qui peuvent être enregistrées sur la plateforme Mental Health Care. Comme j'ai expliqué dans le premier slide, c'est la période de référence et donc la période initiale de référence, c'est la date de l'inclusion plus 12 mois. Et donc, dans ces 12 mois, on va faire des vérifications sur toutes les prestations qui sont enregistrées par le prestataire de soins. Ici, vous voyez déjà qu'il y a deux grandes divisions. C'est la première ligne et ce sont les soins spécialisés. Et les deux divisions, ils sont aussi divisés en deux départements. Ce sont les soins individuels et les soins de groupe. Et donc, ça vaut pour la première ligne et pour les soins spécialisés. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un certain couleurs qui sont utilisées. Donc, pour la première ligne individuelle, les couleurs sont en bleu. Ici, vous avez les soins de groupe en première ligne. Ici, ce sont des couleurs en mauve. Ici, en jaune, ce sont les sessions individuelles en soins spécialisés. Et en vert, vous avez les soins en groupe pour les soins spécialisés. Chaque département, ils ont un maximum à enregistrer par période de référence. Les bleus, vous voyez qu'il y a un maximum pour les adultes et 10 pour les enfants. Pour les mauves, il y a un maximum pour les adultes de 5 et un maximum de 8 pour les enfants. En spécialisé individuel, le volume est le même pour les enfants que pour les adultes. Donc, il y a 20 sessions qui peuvent être enregistrées. Et pour les sessions de groupe, il y a un maximum de 12 pour les adultes et un maximum de 15 pour les enfants. Vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de spécial avec le couleur. Dans les départements de groupe, que ce soit pour la première ligne ou que ce soit pour les spécialisés, il y a deux prestations qui sont aussi mises dans le même couleur que dans les sessions individuelles. Pourquoi? Dans les sessions de groupe, on a la session individuelle avant les sessions de groupe et la session individuelle après les sessions de groupe. Donc, ça veut dire que ce sont des sessions individuelles et donc ça veut dire que ces sessions, ils sont repris dans les volumes des sessions individuelles. Le même principe se fait au niveau des soins spécialisés. Donc, la session avant les sessions de groupe ou après la session de groupe, ils sont calculés avec les sessions individuelles dans les soins spécialisés. Vous voyez aussi que les premières 4 sessions ici, ce sont les sessions gratuites. Donc, ça veut dire que le patient il ne doit pas payer le ticket modérateur pour la première session. Et donc, ça veut dire qu'une session peut être enregistrée. Donc, ça veut dire que, par exemple,
l'enregistrement de la session gratuite ici, pour les individuels en première ligne, exclut encore l'enregistrement des 3 autres sessions gratuites. Donc, ça veut dire qu'on peut seulement enregistrer un des 4 sessions. Ici, dans la première ligne individuelle, vous voyez encore qu'il y a quelque chose de spécial. Ça veut dire que dépendant du nombre de sessions qui est enregistré par le total pour le réseau et pour tous les prestataires de soins, il y a un algorithme. Et si on atteint moins que 5%, on peut encore accorder une session extra sur le volume de maximum 8 pour les adultes ou maximum 10 pour les enfants. De l'autre côté, dans le cadre des soins spécialisés, on a la concertation multidisciplinaire dans laquelle le prestataire de soins il peut enregistrer dès le moment qu'il y a une concertation multidisciplinaire avec d'autres prestataires de soins, mais au maximum 5 prestataires de soins peuvent être enregistrés. Donc, ça veut dire le prestataire qui enregistre la prestation plus 4 autres prestataires qui peuvent être ajoutés dans la concertation multidisciplinaire. Voilà. Et donc, de l'autre côté, il y a aussi les remboursements de trajet. Et donc, il y a un remboursement de trajet sans qu'il y a un renvoi ou un remboursement de trajet dans lequel il y a un renvoi. Les deux ne sont pas cumulables. Donc, on peut seulement enregistrer un des deux. Hein. Et donc, le remboursement sans renvoi peut être renvoyé, enregistré dès le moment qu'il y a 2 prestations individuelles qui sont sans renvoi après 3 sessions individuelles qui sont enregistrées. Avec renvoi, c'est possible dès le moment qu'il y a 2 prestations qui sont enregistrées. Et donc, à ce moment-là, le patient va être renvoyé vers l'autre côté pour être suivi par une autre prestataire. S'il y a un remboursement de trajet avec quelqu'un qui a les 2 qualifications, donc ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas, pour le même prestataire de soins, on ne peut pas faire le remboursement de trajet avec, dans les deux départements. Ça, ce n'est pas possible. Contrairement au remboursement de trajet dans les départements individuels, donc les principes ici, ils sont les mêmes. Hein. Et en ce qui concerne les prestations de groupe, les remboursements peuvent seulement être enregistrés après que la session individuelle, après les sessions de groupe, est enregistrée. Donc, seulement à ce moment-là, le remboursement de trajet peut être enregistré. Et ça vaut aussi pour les remboursements de trajet sans renvoi ou avec les remboursements de trajet avec renvoi. Donc, ici, il y a aussi des vérifications sur les prestations dans le futur. Vous voyez aussi là que les sessions individuelles avant ou après, ils sont limités dans les processus de groupe. Hein. Donc, ici, c'est la même chose du côté spécialisé. La session avant les groupes, il y a maximum une session qui peut être enregistrée. Après les sessions de groupe, il y a maximum une session qui peut être enregistrée et ça vaut pour la première ligne, que ce soit pour les soins spécialisés. Donc, comme j'ai dit, il y a des maximums qui sont prévus dans chaque département, mais vous voyez aussi qu'il y a des cumulations qui sont possibles. Donc, ça veut dire que les soins individuels en première ligne, ils sont cumulables avec les prestations de groupe en première ligne, mais aussi avec les prestations de groupe
en soins spécialisés. De l'autre côté, dans la division spécialisée, on a le même principe. Les prestations individuelles spécialisées, ils sont cumulables avec les prestations de groupe première ligne et avec les prestations de groupe de soins spécialisés. Ce que nous, on n'avait pas pour l'instant, c'est l'accumulation entre les soins individuels, première ligne, et les soins individuels en spécialisés. Il faut être que ça soit possible, mais ça veut dire que dès le moment que le processus est terminé dans le cadre de la première ligne et il est renvoyé vers quelqu'un dans les soins spécialisés, il ne peut pas re-aller vers le département de la première ligne. La même chose vaut ici. Dès le moment qu'il y a quelqu'un qui est renvoyé vers les soins individuels, il ne peut pas re-aller vers les soins spécialisés. Là, j'ai proposé quelque chose aux administrations parce qu'on doit trouver une solution technique pour pouvoir arrêter un processus dans les soins individuels et on ne pouvait pas se baser sur les remboursements de trajet parce que c'est pas vraiment lié au remboursement de trajet. Donc, on a dû trouver une autre solution technique pour pouvoir arrêter un processus dans les soins individuels première ligne pour aller aux soins spécialisés et vice-versa. Donc là, on attend encore la réponse des administrations de l'INAMI. Est-ce qu'on arrête là pour faire les vérifications? Non. Et donc là, il y a déjà des vérifications qui sont instaurées dans l'application. Il y a une vérification absolue et donc ça veut dire qu'il y a une vérification sur la date du démarrage du projet. Et pour nous, le démarrage du projet, c'est le 1er septembre 2021. Ça veut dire qu'aucune prestation qui est exécutée avant cette date-là peut être enregistrée. Vérification de la date de début et éventuellement de fin de la convention entre le réseau et l'INAMI. Donc là aussi, c'est possible que la convention peut être arrêtée entre l'INAMI et le réseau. Néanmoins, c'est peu possible que ça peut se passer, mais bon, c'est toujours prévu. On peut vérifier aussi la date de début et éventuellement de fin de la convention entre le réseau et le prestataire de soins. Donc, ça veut dire que le prestataire de soins, il ne peut pas enregistrer des prestations avant la date de début de la convention qu'il a signée avec le réseau, ni après la date de fin. Si la date de l'exécution est après la date de fin, ça ne sera pas possible non plus. Il y a une vérification possible sur la date de l'inclusion du patient. Donc, c'est logique qu'une prestation ne peut pas être effectuée avant la date du début de l'inclusion du patient, ni après la date de fin. Donc, si l'inclusion a été mise fin par un prestataire de soins, un autre prestataire ne peut plus enregistrer des prestations qui sont exécutées après la date d'inclusion du patient. On peut aussi faire une vérification sur la qualification du prestataire. Si le prestataire de soins est seulement lié avec la première ligne, le but c'est qu'il peut seulement enregistrer la prestation qui sont liées à la qualification de première ligne dans le soin de première ligne. La même vaut pour les soins spécialisés. Si le prestataire il a la qualification comme prestataire de soins spécialisés, il peut seulement enregistrer des prestations qui sont liées avec des prestations en soins spécialisés.
Ce qui est déjà mis là-dedans, ce sont les prestataires de soins qui sont accordés par le réseau pour exécuter d'autres missions. Et donc, il y a 4 prestataires, comme j'ai dit, d'où il y a 3 codes de prestation pour les groupes, pour les grands groupes. Donc, ça veut dire les groupes plus grands que 15 personnes. Et 2 codes qui sont liés à l'échange d'informations dans les réseaux ou sur un patient. Et on peut faire aussi une vérification sur la date de naissance du patient. Donc, ça veut dire qu'un patient qui n'atteint pas 16 ans, il peut justement être incorporé ou inclus dans un patient pour des enfants. Ainsi, à partir de 23 ans, un patient peut être inclus dans un réseau pour des adultes. Donc, toutes ces vérifications, ils seront possibles dans le futur. Naturellement, on essaie quand même d'éviter des mauvais enregistrements parce qu'il n'y a pas assez de connaissances. On a fait une erreur en cliquant sur une prestation et on va faire le nécessaire que ce soit le moins possible. Donc, ça veut dire que dans les visualisations, on va éviter dans le processus que des prestations ils sont visibles pour des gens qui n'ont pas une liaison, par exemple, avec des prestations qui sont liées à des prestations dans le cadre des soins spécialisés. Donc, on va éviter qu'un prestataire de soins qui a la qualification de première ligne, qui ne voit pas les prestations qui sont liées aux soins spécialisés et vice-versa. Et donc là, on va faire le processus. Donc, s'il y a par exemple, un autre exemple, c'est s'il y a un patient qui vient pour la première fois, normalement, on va seulement voir les prestations qui sont gratuites parce que ça, ce sont vraiment les premières prestations qui peuvent être enregistrées pour ce patient. Donc, on ne va pas visualiser les autres prestations à partir de ce moment-là. En ce qui concerne les trajets pour les remboursements de trajet, on va seulement visualiser dès le moment que les prestations ou les sessions sont enregistrées qui sont nécessaires pour visualiser les remboursements de trajet, ou que ce soit dans le cadre des sessions individuelles ou que ce soit dans le cadre des sessions de groupe. Il y a naturellement un impact pour les prestataires de soins énorme. Donc, ça veut dire qu'on est au courant que le délai légal pour l'enregistrement des prestations est de 2 ans, mais ici, on se trouve quand même dans un cadre innovatif, plutôt un cadre de soins intégrés. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs prestataires de soins qui peuvent prodiguer des soins à un patient simultanément. Comme j'ai dit au début, les vérifications des prestations se font au niveau du patient et non au niveau du prestataire de soins ni du réseau. Donc, on ne fait pas dans la plateforme des vérifications au niveau du prestataire en ce qui concerne le volume, mais toujours au niveau du patient. Si les volumes ont atteint un maximum, c'est possible qu'il y a éventuellement plus de possibilités d'enregistrer. Voilà. Et donc là, il y a une erreur d'enregistrer des prestations. Donc, on a prévu qu'il y a 3 niveaux de vérification. Et donc, le premier niveau, ce sont des vérifications silence. Donc, ça veut dire que dans le back-office, il y a des vérifications qui se font au niveau des enregistrements, mais il n'impacte nulle part les prestataires de soins, donc vous ne voyez pas, mais c'est pour l'information politique en ce qui concerne les enregistrements qui se font. Il y a un deuxième niveau, et ça, ce sont les vérifications soft. Donc, ça veut dire que les prestataires de soins, ils vont recevoir un pop-up en disant, voilà, faites attention, le maximum a été atteint, mais vous ne serez pas bloqué dans l'enregistrement de la prestation et
vous allez quand même recevoir l'argent en ce qui concerne les prestations qui sont enregistrées ou sur la plateforme Mental Health Care. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il y a une troisième possibilité, et ce sont les vérifications dures, comme on dit. Et donc, ça veut dire que dès le moment que le maximum il est atteint, c'est possible qu'on dit, voilà, le maximum il est atteint, et donc c'est plus possible d'enregistrer les prestations qui sont encore faites pour le patient même. Donc ça, c'est fort possible. Et donc, dans les concertations informelles, donc, on pense à ça pour implémenter les vérifications dures. Donc, il y a quand même un conseil pour tous les prestataires de soins. Faites attention, dès le moment que vous avez fait des sessions avec le patient, faites le nécessaire d'enregistrer la prestation le plus vite possible. Et donc, on veut quand même aller vers un processus qui est égal à celui auprès du médecin généraliste. Et donc, ça veut dire que dès le moment que le patient il a fini avec la session, qu'on donne l'attestation directement au patient. Donc, ici, l'avantage, c'est pour le prestataire de soins qu'on évite qu'il y ait une perte potentielle de revenus. Et dans le cadre d'un service au patient, il faut quand même normalement donner, lui, une attestation dans le sens qu'il a bien eu la session et qu'au moment qu'il doit payer le ticket modérateur, qu'il a payé le ticket modérateur auprès du prestataire de soins.